Aujourd'hui est un jour très important. Je me retiens, non je me retiens pas en fait, je crie, je danse depuis que je l'ai reçu ce matin, regardez-moi ça, il est magnifique. On est le vendredi 19 février et aujourd'hui est probablement l'un des plus beaux jours de ma vie. Après 3 ans et demi, 4 ans d'attente, j'ai enfin reçu A Court of Silver Flames de Sarah J Maas. Donc vous le savez, ou peut-être pas, il est sorti mardi dernier, donc le mardi 16 et il y a énormément de personnes qui ont commencé à le recevoir. Je vous parle même pas des booktubeuses, bookstagrammeuses australiennes qui l'ont reçu du coup avec le décalage horaire le 15 pour nous. C'était mais insupportable de voir toutes ces éditions et en plus vous allez vous reconnaître, vous êtes plusieurs, vous êtes quand même nombreux à m'avoir envoyé plein de photos de vos exemplaires de A Court of Silver Flames et j'étais là en train de mourir intérieurement. J'étais en PLS sincèrement, mais ça y est, il est là, je suis trop contente. C'est mon édition que j'ai commandée sur le site de Waterstones en édition limitée puisque j'ai réussi à obtenir une copie dans laquelle il y a un chapitre bonus du point de vue de Farah. Je sais pas s'il y a du point de vue de Rysand, mais en tout cas il y a Farah dessus. Et puis je suis un petit peu déçue parce que j'aurais franchement apprécié prendre l'édition également du point de vue de Azriel, mais c'était une édition, je sais pas en termes de stock ce qu'ils avaient, mais en tout cas elle est partie très rapidement. Mais je suis trop contente, quoi qu'il en soit, je l'ai enfin dans mes petites mains. Je vais pas le commencer tout de suite, d'ailleurs bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Solène, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée, c'est vraiment du grand n'importe quoi, mais je suis tellement contente, regardez. Je vais pas le commencer maintenant tout simplement parce que, attendez, j'ai commencé il y a pas longtemps, il y a moins de 48 heures, The Guinevere Deception de Kirsten White qui sort en français en avril prochain je crois si je ne dis pas de bêtises chez De Saxus et j'ai pas avancé beaucoup, hein, j'ai seulement dépassé les 110 pages, il y en a à peu près 300. Le début a été assez laborieux et je rentre seulement dans ma lecture depuis plusieurs chapitres, depuis hier soir en fait, et donc je me dis que si j'arrête maintenant, que je le mets en pause, surtout après, surtout pour lire ça, je vais galérer à y retourner, je le sais, je me connais, surtout que je risque d'avoir un gros book hangover, ou alors il va falloir que je lise un truc complètement différent de la fantasy romance. Et il va peut-être falloir que je lise que de la romance classique pour passer à autre chose parce que celles et ceux qui ont déjà lu du Sarah J Maas, vous-même vous savez, je pense qu'on peut avoir un petit logo avec Survivor of Mass Destruction parce que concrètement là je sais pas dans quoi elle nous embarque avec celui-ci, mais pour vous donner une vague idée, il est encore plus épais que... Ouf, j'ai tout qui tombe, que... celui-là. Alors celui-là il fait déjà un peu plus de 600 pages. Si vous entendez du bruit derrière, c'est Pumpkin qui fait je sais pas quoi. Tu fais quoi? Ah oui, d'accord. Mais regardez, il est... Voilà, il fait facilement 150 pages de plus le A Court of Silver Flames. Je peux même pas dire son acronyme parce que ça fait ACOF et ACOF. T'as l'impression que je l'ai postillonné sur tout le monde et en période de Covid c'est peut-être pas ce qui est le plus recommandé. Mais voilà, ce qui explique que je ne commencerai pas cette lecture tout de suite. Je pense que je vais la commencer demain, je vais tout faire pour terminer The Guinevere Deception aujourd'hui parce que j'ai très envie de la terminer, parce que ça y est, je suis intriguée aussi et que je veux vraiment savoir qui est Guinevere, puisque dans cette histoire, on va, qui est une réécriture de la légende arthurienne, on va rencontrer Guinevere, ou une femme qui se fait passer pour Guinevere. Donc vous savez, Guinevere c'est la reine de Camelot, c'est la femme d'Arthur. Et en fait, là c'est pas n'importe quelle Guenièvre à laquelle, c'est français ce que je dis, à laquelle nous avons affaire, oui c'est français, tout simplement parce que ce n'est pas la véritable Guenièvre, c'est une changeling et c'est la fille de Merlin. Sauf que on a énormément de mystères autour de cette héroïne qui visiblement ne se connaît pas elle-même. On ne connaît pas son véritable prénom, on ne sait pas qui elle est véritablement, on sait seulement que Merlin l'a envoyée auprès d'Arthur, qui lui est au courant de qui elle est.
mais qui sait qu'il ne s'agit pas de la véritable Guenièvre, mais c'est Merlin qui l'a envoyé auprès d'Arthur pour le protéger, puisque une force maléfique semble être sur le point d'attaquer à nouveau Arthur. Et donc notre héroïne, la soi-disant Guenièvre, doit devenir reine de Camelot, doit découvrir les coutumes du peuple qui sont plutôt avec des traditions... Enfin ouais, ils ont plutôt des traditions chrétiennes, on va carrément même chrétiennes, et donc toute forme de magie est absolument bannie, sauf qu'elle c'est plus ou moins une magicienne. Je dis plus ou moins parce que elle ne semble pas être... Elle ressent la magie, elle est capable de l'utiliser, mais elle semble, j'aime pas ce terme, mais elle semble être assez faible en termes de capacité magique. Voilà, je m'attendais à une héroïne un peu plus badass ou qui avait davantage de connaissances. Je suis un petit peu déroutée par le début de ce roman qui a été, je vous l'ai dit, un peu compliqué. Chaotique serait pas le mot, mais un peu perturbant. Parce que je ne m'attendais pas à... Je sais que c'est une réécriture de la légende arthurienne, mais je m'attendais à avoir quelque chose d'un petit peu plus fluide en termes... T'es sérieuse là ou... Je m'attendais à avoir un truc un peu plus fluide en termes de syntaxe, en termes de... Même au niveau des... En fait les dialogues sont fluides, mais on a quand même des passages de description où on n'est pas vraiment du point de vue de Guenièvre, mais... Je sais pas, je pourrais pas trop vous expliquer, je m'attendais pas à ça comme narration et je pense que c'est ça qui m'a un petit peu dérangée au début. Là je m'y suis faite et on commence à avoir des petits éléments de l'intrigue qui sont assez mystérieux et qui me donnent envie de poursuivre cette lecture. Donc je vais essayer de la terminer dans l'après-midi pour pouvoir ensuite enchaîner avec A Court of Silver Flames, qui est également, comme c'est le cas pour The Guinevere Deception, qui sont toutes les deux des lectures pour le Romantasy Challenge de Nina. Mais autant vous dire que celle-ci, il aurait pas fait partie du challenge, c'est pas grave, je l'aurais lu quand même. J'ai bien avancé dans le challenge de Nina pour l'instant. J'ai eu pas mal d'autres lectures, j'aimerais bien vous en parler un petit peu en vidéo. Je savais pas si je faisais un update lecture ou pas, et je vous avoue que j'en ai pas spécialement l'envie, et j'avais vraiment envie de tenter un reading vlog, même si ce reading vlog va plutôt être sur une journée et davantage sur The Guinevere Deception. Mais ouais, j'avais quand même envie de vous parler de mes dernières lectures. Il y en a pas mal, donc je sais pas combien de temps ce vlog va durer. Mais j'ai besoin de vous en parler parce qu'il y a quand même déjà 7 livres que je n'ai pas encore chroniqués, sur lesquels je n'ai pas encore fait de date lecture. Et comme les reading vlogs c'est un format que moi j'adore regarder sur les chaînes des copains, j'avais envie de tester déjà et je n'osais pas jusqu'à maintenant. Mais c'est surtout un format qui est beaucoup moins formel pour vous parler des bouquins, je trouve. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être dans ma tête que c'est comme ça, ou alors c'est comme ça que je le ressens, mais je trouve que c'est... beaucoup plus spontané à un reading vlog, donc j'avais envie de tester, je vais y arriver, ce format. Si ça plaît, et ben tant mieux, si ça plaît pas, et ben tant pis, je repasserai à un format un peu plus traditionnel, je dirais. Mais je suis très contente de me lancer dans ce format de vidéo et je vais tout de suite commencer avec une espèce de date lecture sur les livres que j'ai lus depuis début février, depuis le début du challenge de Ludo pour le challenge du mois de la romance, et ensuite qui s'est couplé avec le challenge de Nina pour le Romantasy Challenge. On est parti. Ah oui, non mais attendez, il faut aussi que je vous raconte, c'est la galère. C'est vraiment la galère. Je vais peut-être tenter de filmer une autre vidéo après ça, puisque j'ai filmé une vidéo qui devait sortir dimanche. Je pense que vous aurez celle-ci à la place. Sauf que j'étais plutôt contente du résultat, sachant que j'ai bien galéré à la filmer, que j'ai eu plusieurs tentatives. J'ai galéré sur le montage aussi pour la réduire à un maximum, mais c'est une vidéo qui m'a été très demandée et j'avais envie vraiment de... Dis, tu me laisses s'il te plaît discuter avec les copains là? Qu'est-ce que je disais? Cette chatte me perturbe. Oui, j'avais envie aussi que ce soit quelque chose de bien fait, quitte à ce que la vidéo soit un peu longue, donc elle durait un peu moins de 30 minutes. Vous êtes éblouis devant ce chat, je le sais. Donc je voulais que la vidéo durait un peu moins de 30 minutes et j'étais plutôt satisfaite de ce que je disais pour une fois, et qu'il n'y avait pas trop de montage à faire, même si j'ai un peu galéré sur 2-3 trucs, mais enfin bref, c'est qu'un détail. Et en fait, depuis hier soir, j'essaye d'exporter la vidéo depuis iMovie. Impossible, à chaque fois 1 minute de la fin de l'exportation, ça me met que l'exportation de la vidéo, le partage de la vidéo a échoué.
Donc j'ai tout supprimé, il me reste les... J'ai gardé quand même les vidéos sur ma carte mémoire, donc je vais voir si je peux pas tenter de remonter une énième fois la vidéo parce que j'avais déjà tenté de la remonter. Et je sais pas si ça va fonctionner, donc peut-être que je filmerai une autre vidéo après celle-ci, quitte à être un chouïa maquillée, autant que ça serve. Donc bref, ça y est, je commence à digresser. J'ai commencé le challenge de Ludo par Heartstopper de Alice Oseman, le premier tome, et j'ai vraiment beaucoup apprécié ce roman graphique qui est très simple, très basique. Alors c'est pour ça que je vous ai parlé de la vidéo que je n'ai pas réussi à exporter, parce que je vous parle de ce bouquin là dedans, dans le sens où si vous voulez commencer à lire en anglais, ça vous donne une petite idée de la vidéo que j'avais filmée, vous pouvez tout à fait commencer par Heartstopper, qui est très simple, puisque dans cette histoire on va rencontrer Charlie et Nick, qui sont deux lycéens qui ne se connaissent pas spécialement mais qui fréquentent le même établissement scolaire. Ils vont se rencontrer parce qu'ils vont se retrouver assis côte à côte lors d'un cours, et de cette rencontre va naître une amitié et ensuite plus 6 affinités, puisque d'un côté on a Charlie qui a fait son coming out et qui est gay, tout l'établissement, tous les lycéens le savent, et de l'autre côté on a Nick qui lui semble être hétéro mais qui suite à sa rencontre avec Charlie va commencer à développer des sentiments pour lui et à ressentir des choses, donc il va commencer à se questionner, et puis forcément petit à petit on a plus ou moins une romance qui va débuter. Donc c'est du MM, franchement c'était absolument mignon au possible, c'est trop chou, c'est très simple, même, alors je dirais pas trop simple. Moi ce qui m'a un peu déroutée, j'ai adoré cette lecture, ça a été une très bonne lecture. C'était un peu poignant et émouvant sur la fin, donc c'est pour ça que je vais commander les tomes 2 et 3 incessamment sous peu pour les lire assez rapidement. Je me demande même si je vais pas les commander juste après, histoire d'avoir quelque chose de simple, de doux et de mignon à lire juste après A Court of Silver Flames. Mais en fait il y a eu tellement d'engouement autour de Alice Oseman de manière générale, même pour ses autres romans et surtout pour Heartstopper, que je m'attendais à un truc un peu plus développé. Je m'attendais à un truc un peu, ouais, plus, je m'attendais à plus. Donc je suis pas déçue, je suis un peu simplement restée sur ma faim, donc peut-être que ça changera avec les tomes 2 et 3, je ne sais pas. Le tome 4 sort au mois de mai, donc si jamais vous voulez vous lancer dans de la VO, mais commencez par Heartstopper, et comme ça vous n'aurez pas à attendre la traduction du tome 4 en français. Et c'est vraiment un vocabulaire et un langage qui est très simple, que vous comprenez si vous avez les bases. Donc voilà, donc bref, l'engouement qu'il y a eu autour de cette saga a fait que je pense je suis restée sur ma faim plutôt qu'être déçue, encore une fois. Je suis restée sur ma faim, et je pense aussi ce qui a beaucoup joué, c'est que la veille j'avais terminé Lune Ardente, je vous en ai parlé dans mon dernier update lecture. Attendez, c'est pas celui-là, c'est celui-ci, je vous le remontre. Hop, Lune Ardente de Morgane Rugrave, qui m'a émotionnellement vidée. Ça a été un énorme coup de cœur, ça a été un coup de poing, c'est un roman extrêmement poignant, qui m'a vraiment prise aux tripes et qui m'a fait passer par tout un tas d'émotions. Donc Waiting for Spring, que j'avais lu juste derrière, le tome 14, m'a paru hyper fade, et en plus je n'ai absolument pas compris son utilité. Et suite à Waiting for Spring, le lendemain soir, pardon, j'ai lu Heartstopper, qui m'a pas paru fade, mais je pense que je l'aurais peut-être d'autant plus apprécié si je n'avais pas été émotionnellement vidée par Lune Ardente la veille. Donc bon, mais ça restait une très bonne lecture, et je suis très contente de l'avoir découverte. Et encore un énorme merci à Océane, à Nina, qui me l'a gentiment offert. Franchement ça a été une très belle découverte, et je ne peux que vous conseiller ce roman graphique si jamais vous n'avez pas encore succombé au charme de Nick et de Charlie. Alors remettre les livres sans les faire tomber, c'est une bonne chose. Voilà, j'ai enchaîné ensuite avec des romans en e-book, donc je vais vous mettre la couverture juste ici. J'ai lu Breaking the Ice de Nina Lauren. C'est une romance très classique, où là il est question d'une romance, d'une histoire d'amour interdite entre deux collègues, puisque d'un côté on a Paige qui est une jeune femme qui a baigné dans l'univers du hockey depuis qu'elle est toute petite grâce à ses parents et grâce à son père notamment, sauf que elle va subir un traumatisme, et elle s'est jurée, elle s'est promis de réaliser son rêve, donc elle se l'est promis à elle-même mais également à ses parents. Son rêve c'était tout simplement d'intégrer la célèbre équipe des Rangers, donc c'est une équipe de hockeyeurs new-yorkais, et puis elle décide d'intégrer, enfin elle réussit à intégrer le staff médical en tant que kiné ostéopathe. Ça fonctionne très bien, tout se passe très bien pour elle.
excepté je dirais le fait que elle est célibataire et que bon, elle dit que ça lui fait pas grand chose parce qu'elle a énormément de travail, donc elle a pas trop le temps d'y penser, mais c'est quand même écrit noir sur blanc dans son contrat qu'elle n'a pas le droit d'avoir quelconque rapport sexuel avec avec les joueurs, avec les membres de l'équipe. Et bon, ça la dérange pas plus que ça, elle s'entend très très bien avec eux, les membres de l'équipe, les joueurs sont plutôt sympas et en tant que personnage secondaire étaient vraiment très dynamiques et ça a apporté une bonne base à l'histoire. Jusque là les personnages secondaires donnaient une bonne base, une bonne dynamique, un bon rythme, et puis donc tout se passe très très bien pour Paige jusqu'au jour où il y a un transfert dans l'équipe, donc il y a un nouveau joueur qui débarque et ce n'est autre que Soren, oui je vais pas me tromper dans son nom, Soren Peterson, qui va recroiser le chemin de Paige, qui ne va pas la laisser indifférente non plus, à tel point que Paige va se demander si elle n'est pas redevenue l'adolescente énamourée, bourrée d'hormones de 16 ans qu'elle était à l'époque. Et puis de son côté, Soren n'est pas non plus indifférent au charme de Paige, donc bon voilà, romance plus ou moins impossible puisque un contrat interdit Paige d'avoir quelconque relation avec les joueurs. Et puis de son côté, Soren semble assez froid, assez mystérieux, assez distant, et bon... Voilà, vous connaissez un petit peu l'histoire de base, hein. Ça reste assez basique et ça suit le schéma narratif de n'importe quelle romance, d'autant plus que là il est question de sportifs, de athlètes de haut niveau. C'était une romance très sympa, qui casse pas trois pattes à un canard, mais qui reste simple, qui reste fluide, ça reste efficace. On a une héroïne qui est un peu maladroite, même très très maladroite, et malgré tout, même si on tombe dans certains clichés, ça lui donne un certain charme. De l'autre côté, on a Soren qui est presque, je dis bien presque, à peu de détails physiques près, c'est presque l'incarnation du beau mec brun, ténébreux, mystérieux, tout ça. Il est pas brun, mais bon, il est tout aussi mystérieux et ténébreux d'une certaine manière, qui va s'ouvrir à Paige petit à petit, et bon, ça reste une romance assez classique. Qui s'est lue très très vite. Moi il y a juste deux petites choses qui m'ont dérangée. J'ai trouvé que la fin était un peu rapide, pas que ça a été bâclé, mais j'ai trouvé que les problèmes se résolvaient, ouais ça se dit, se résolvaient un peu trop rapidement, trop facilement en tout cas. Et puis d'un autre côté j'ai trouvé que l'évolution de Paige était... je suis un peu, encore une fois, faut que j'arrête de dire encore une fois, hein. C'est terrible, on va se mettre à les compter à force. Paige n'a pas forcément évolué de la manière dont je l'aurais souhaité. C'est-à-dire qu'on commence le roman, elle explique que bon, elle a été sportive quand elle était plus jeune, mais suite à un traumatisme, elle a arrêté le hockey, donc forcément, en grandissant et en voyant son corps changer et devenir un corps de femme, elle a des rondeurs, elle le dit elle-même, elle fait une taille 44. Jusque là, rien d'anormal, bien qu'il y ait une normalité, j'ai envie de vous dire. Bref, mais c'est quelqu'un qui du coup, à cause de ses changements physiques, n'a pas spécialement confiance en elle et n'est pas forcément à l'aise avec son corps. Donc en soi, moi je me suis beaucoup retrouvée en elle de ce point de vue-là. Le problème étant, c'est qu'il n'y a pas énormément d'évolution et que elle va souvent se comparer en disant une fille comme moi. Et j'ai trouvé que c'était très réducteur, même si je le comprends, que je comprends ce point de vue-là. J'aurais aimé une certaine évolution pour qu'à la fin, sans forcément qu'il y ait un glow-up de malade, et qu'il n'est même pas question qu'elle ait perdu du poids ou quoi, hein, c'est absolument pas la chose que je souhaite exprimer, mais plutôt qu'il y ait un glow-up plus sur... Merci, qui est plus une évolution sur sa confiance en elle, sans forcément que ça y est, elle se prenne pour Beyoncé et que voilà, elle soit sûre d'elle à 100%, parce que je pense que ça n'aurait pas été forcément crédible vu le point de départ, mais quand même qu'elle gagne confiance en elle, et j'ai trouvé que c'était pas suffisamment exploité. Mais bon, après ça restait une bonne romance, j'en attendais pas énormément non plus, je vous le cache pas, mais ça restait une bonne romance, avec quelques bémols, mais ça se lit vite et ça se lit bien. Et ensuite, je suis passée sur le 3e tome de la saga Everyday Heroes de Kay Bromberg. Je crois que le tome 3 s'intitule Cockpit. J'ai vu qu'un tome 4 allait sortir, donc ça c'est plutôt cool. Je suis plutôt contente parce que c'est une série que j'apprécie plutôt bien jusqu'à maintenant. Et le tome 4
certes ne sera pas basé sur un des frères Malone forcément, puisqu'ils ne sont que 3 et que le troisième était développé dans le tome 3. Bravo Solène. Donc le tome 4 il va être basé sur Daisy, qui est la meilleure amie d'Emerson, l'héroïne du premier tome. Et Daisy c'est un personnage que j'ai tout de suite beaucoup apprécié, qui est très solaire, très lumineux, et j'ai hâte de voir la façon dont elle sera exploitée dans le tome 4. Sachant que c'était à chaque fois un véritable plaisir de la retrouver dans les tomes 2 et 3 quand elle faisait quelques courtes et rares apparitions. Donc j'ai hâte de voir ce que le tome 4 nous réserve. Quoi qu'il en soit, sur le tome 3, on va suivre 2 personnages, donc forcément le dernier des frères Malone qui s'appelle Grayson, qui est pilote urgentiste, donc il va piloter des hélicoptères, et puis de l'autre côté on a Sydney, Sydney Thornton, je crois que c'est son nom de famille, j'ai un petit doute, mais ça doit être ça, qui elle a grandi à Sunnyvale, qui est une très vieille connaissance de Grayson, même s'ils n'avaient pas forcément le même cercle d'amis, puisque Sydney est caractérisée comme étant une fille de Bourges, une fille à papa qui est née avec une cuillère en argent dans la bouche, et Sydney s'est barrée juste après l'obtention de son bac, elle est partie, elle n'est jamais revenue, jusqu'au jour où elle redébarque à Sunnyvale pour sauver un magazine familial qui s'appelle Modern Family. C'est un des objectifs de son père, elle doit lui prouver qu'elle est tout à fait capable de sauver le magazine, elle doit prouver sa valeur à son père qui est un PDG à la tête d'énormément de magazines différents. Et Sydney veut devenir la rédactrice en chef d'un grand magazine de mode, je crois qu'il s'appelle Haute, et donc elle doit prouver à son père qu'elle est tout à fait capable d'être la rédactrice en chef de Haute Magazine. Mais elle va d'abord s'occuper de Modern Family et le sauver, et donc pour le sauver elle va créer un concours, donc une élection plutôt, qui va être l'élection du papa le plus sexy à Sunnyvale. Et puis, non pas forcément à Sunnyvale, enfin l'élection du papa le plus sexy, je sais plus si c'est spécifique à la ville ou pas. Quoi qu'il en soit, Grayson se retrouve à son tour embarqué là-dedans à cause de ses frères, chose qu'il n'apprécie pas spécialement au départ, et qui, on va pas se le cacher, le fait grave chier, voilà, tout simplement. Et on va avoir une espèce de enemies to lovers, puisque Sydney et Grayson ne peuvent pas se voir. C'est surtout Grayson qui peut pas piffer Sydney, qui lui rappelle la femme qui l'a quitté, lui et son petit garçon de 8 ans qui s'appelle Luke. Et bon bah petit à petit vous vous doutez bien qu'on va avoir une petite histoire d'amour entre Grayson et Sydney. C'était une romance sans plus en fait. J'avais bien aimé le premier tome de la saga, j'avais beaucoup apprécié le tome 2, le tome 3 un peu moins, parce qu'il m'a manqué pas mal d'éléments. Il se lit très très vite, on a toujours cette dynamique plutôt agréable, même dans la fluidité de l'écriture de Kay Bromberg, qui est assez sympa et qui fait qu'on ne s'ennuie pas spécialement dans les chapitres qui sont relativement courts, donc ça se lit d'autant plus vite. Par contre le problème c'est que j'ai trouvé que les personnages n'étaient pas forcément hyper bien exploités. J'ai adoré par contre le petit garçon Luke qui a 8 ans, qui est vraiment l'incarnation de l'innocence, qui va poser énormément de questions, qui veut que son papa lui trouve une maman, qui comprend pas pourquoi lui n'a pas de maman, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que ça veut dire que sa maman ne l'aime pas. Enfin voilà, et qui va essayer de se trouver aussi, un petit garçon de 8 ans qui cherche à se construire petit à petit, même tout en gardant cette innocence et cette âme d'enfant. Et ça j'ai trouvé que c'était vraiment bien développé, bien exploité, et chaque apparition de Luke était un véritable plaisir parce que ça mêlait humour avec innocence et des questions de la part de ce petit garçon qui crée des situations gênantes, voire un peu cocasses pour les autres protagonistes, et c'était assez fun. Mais je pense que Luke c'était vraiment le personnage très lumineux, très solaire en fait, qui apportait cette fraîcheur à l'histoire. Et de l'autre côté, on a Grayson, ce jeune papa qui cherche à tout faire pour protéger son fils, voire peut-être un peu trop, et qui va repousser tout le monde, et qui, moi je l'ai trouvé, va trop se centrer sur les préjugés. Non, se concentrer ça va très bien aussi, puisque quand il revoit Sydney, elle lui rappelle trop son ex qui s'est barré et qu'il n'a jamais revu et qu'il ne veut pas revoir, et il va vraiment se baser sur des préjugés d'anciennes idées qu'il avait, et même quand leur relation avec Sydney va continuer à évoluer, j'ai trouvé à chaque fois c'était trop redondant, c'était trop répétitif, il se base toujours sur les mêmes choses, et au final l'histoire était, bon,
généralement on connaît très simplement et facilement la fin des romans, mais il n'y avait rien de fou dans les obstacles que ce couple devait surmonter. Donc j'ai trouvé que c'était un petit peu dommage de ce côté-là, voire très dommage. Et Sydney, quant à elle, est caractérisée vraiment de la part des autres personnages, et même elle, on a l'impression qu'elle est rentrée dans cette case que les autres avaient créée pour elle en tant que fille de Bourges qui est née avec une cuillère en argent dans la bouche, etc. Qui a énormément de fric et qui peut se permettre de faire du shopping et d'acheter des loups-boutins et compagnie. Elle est vraiment caractérisée comme ça, presque vue comme étant superficielle, alors que pas spécialement, c'est juste une nana qui aime bien s'habiller et prendre soin d'elle, et qui a eu de la chance de tomber dans une bonne famille. La chose étant pour Sydney, c'est que j'aurais aimé avoir des flashbacks sur son passé et voir l'évolution de cette jeune femme à partir du moment où elle a quitté Sunnyvale et le moment où elle y revient. Je trouve que ça nous aurait aidé à comprendre davantage le personnage qui est quand même un petit peu complexe, et j'ai trouvé que ne pas avoir ces détails-là rendait la lecture, enfin ça rendait l'histoire un peu incohérente par moment. J'ai trouvé que ça manquait de profondeur et ça c'était vraiment dommage, et c'est vraiment un gros bémol, mais bon après ça reste une histoire dans laquelle on ne se prend pas la tête, et c'est vrai que le sujet de la parentalité restait tout de même bien amené, et ça reste une thématique importante. Donc ça c'était plutôt cool. Ça reste une bonne lecture qui est pas transcendante, mais ça reste une bonne lecture. On continue parce que j'ai encore 3 autres livres à vous présenter. J'espère que cette vidéo va pas être trop longue, bien que j'ai de plus en plus de personnes qui m'ont dit non mais c'est pas grave si tu nous fais des vidéos très longues, Solène. Donc bah écoutez, vous demandez, j'exécute. Donc suite à Everyday Heroes, j'ai enchaîné avec Eleanor and Gray de Brittany C. Cherry, que vous m'avez fortement recommandé, et c'est grâce à vous que je l'ai acheté et que je l'ai sorti et que je l'ai lu. J'ai pris une énorme claque, c'est presque un roman coup de poing à sa manière, qui va traiter de sujets très importants, ici la parentalité, il va être question de reconstruction de son identité après la perte d'un être cher. On a 2 personnages, Eleanor et Grayson, donc Gray pour les intimes, qui se sont rencontrés quand ils étaient adolescents. Grayson était le premier amour d'Eleanor, sauf que suite à la vie tout simplement qui a fait son chemin, leurs chemins se sont séparés. Je dois décidément parler de trop parce que cet appareil m'a coupé la chic, donc je disais, je ne sais plus, je crois que je vous commençais à faire le résumé, donc je disais que leurs chemins se sont séparés, et un jour, des années plus tard, Eleanor se retrouve à être la nounou des enfants de Grayson, qui vient de perdre sa femme, et donc les filles viennent de perdre leur maman, et Eleanor va plus ou moins se retrouver dans les filles, elle va les aider même si elles ont des caractères très différents du sien. Eleanor est un personnage assez atypique à sa manière, et j'ai vraiment beaucoup apprécié ce personnage. Je pensais pas que je l'aimerais autant, mais ce roman, ça a été une bouffée d'air frais, ça a été très poignant. Vous pleurez avant les 500 premières pages. Oui, vous pleurez avant les 150 premières pages. Je savais que j'allais sortir les Kleenex, mais je pensais pas que je pleurerais autant. Il y a énormément de passages qui sont très émouvants. La romance est présente, mais pas omniprésente non plus. C'est pas étouffant. Donc j'ai trouvé que c'était extrêmement bien amené. C'est doux, c'est mignon, et en même temps c'est tellement émouvant, tellement poignant, et ça traite de thématiques tellement importantes que je pense que tout le monde devrait lire ce roman, et tout le monde peut l'interpréter de manière différente également, et je trouve que c'est un roman qui va célébrer d'une certaine façon l'amour sous peut-être pas toutes ses formes, mais pas mal de ses formes. On a l'amour parental, l'amour, le vrai, le premier amour, on a l'amitié qui devient amour, on a cette histoire de confiance, on a énormément de choses, et je pense que il y a tellement de choses à dire, mais en même temps, si vous ne l'avez pas encore découvert ce roman, je ne veux pas vous en dire plus parce que franchement il est absolument incroyable. J'ai Landon and Shay, le premier tome dans ma pile à lire. J'aimerais le lire avant fin février parce qu'il faisait partie de la pâle pour le challenge de Ludo. Je sais pas si ce sera complètement possible, mais bon, je vais essayer. De toute façon, je pense que Court of Silver Flames, A Court of Silver Flames, encore une fois, je peux pas dire l'acronyme parce que t'as l'impression que je vais postillonner partout. Je pense que je vais le bouffer très rapidement, donc il va me falloir des romans comme Landon and Shay
juste après, qui n'est rien à voir avec de la romantasy justement. Et en parlant de romantasy, j'ai enchaîné avec une prochaine parution chez De Saxus, décidément ils sont partout. Donc c'est Seasons of the Storm de El Cosimano qui sort le mois prochain, en mars, en français. C'est un roman qui lui aussi a été perturbant à sa manière. En fait je m'attendais pas du tout à cette histoire. Je vous refais le pitch très rapidement. On va rencontrer Jack Summers qui va être un jeune homme qui va être notre protagoniste masculin principal. Jack qui se retrouve... enfin qui est en train de mourir et qui va voir Gaïa apparaître devant lui, qui va lui proposer un marché, soit mourir définitivement, soit vivre, mais dans ce cas la suivre. Donc forcément au bord de la mort, à l'article de la mort, Jack se pose pas de questions, c'est un ado, il va suivre Gaïa sans se poser de questions et il devient une réincarnation d'une des saisons, puisque dans cette histoire on a chaque saison est réincarnée en une personne. Donc vous avez différentes saisons qui sont... Comment je peux vous expliquer ça pour que ça soit logique et cohérent et que ma phrase fasse sens? Une saison peut être réincarnée par différentes personnes puisque c'est en fonction de la zone géographique. Jack va devenir une des réincarnations de l'hiver, donc il va devenir un winter et son but à Jack, c'est de chasser et de tuer l'automne. L'automne va chasser et va tuer l'été. L'été va chasser et tuer le printemps. Le printemps va chasser et tuer l'hiver. Donc Jack, si on a bien suivi le schmilblick, il doit se faire tuer par une des réincarnations du printemps. Et en l'occurrence, il se fait pourchasser par Fleur, qu'il commence à connaître par cœur, puisque en plus, il a des sentiments pour elle. Sauf que c'est l'une des lois Gaïa, il n'y a aucune relation possible entre deux réincarnations d'une saison différente. C'est-à-dire que autant Jack, s'il veut batifoler avec des réincarnations de l'hiver, il en a tout à fait le droit. Avec des réincarnations d'autres saisons, c'est impossible. Donc voilà, Jack il va tomber amoureux de Fleur, qui visiblement n'est pas insensible à son charme, et en même temps on a toute une intrigue sur le fait que Fleur est sur le point d'être purgée, et on a Jack et d'autres saisons qui vont se rallier à une même cause pour pouvoir sauver Fleur et un petit peu renverser tout ça et ce système qui visiblement ne semble être qu'une prison, une cage dorée si je puis dire. Donc c'est un roman qui est assez déroutant parce que je m'attendais plutôt à plonger dans un univers de fantasy presque médiéval, alors qu'en fait pas du tout. C'est plutôt le contraire, on est dans une romantasy qui va plutôt se passer de nos jours, où là en fait on a des divinités qui vont manipuler tout ce qui est, qui vont avoir des pouvoirs forcément, mais qui vont aussi utiliser tout ce qui est technologie moderne avec des super ordinateurs, enfin on se croirait presque dans le futur, et c'était très déroutant, mais c'était très chouette. On a un univers qui est très complexe, qui est bien développé, donc ce qui fait en même temps que le roman est divisé en 3 parties. La première partie est très lente, j'ai vraiment eu du mal à me mettre dedans, je comprenais sa nécessité puisque l'autrice va mettre en avant énormément de points essentiels pour comprendre l'univers et son fonctionnement. Il y a beaucoup plus d'action et de rebondissements, de dynamisme dans les parties 2 et 3, mais c'est vrai que la première partie, qui est en plus assez longue, qui fait quasiment la moitié du roman, m'a un peu laissé dubitative, et ce qui a fait que j'ai pas spécialement apprécié ma lecture comme j'aurais voulu l'apprécier. Je pense que c'est une lecture qui va plaire à beaucoup de personnes, et c'est tant mieux, d'autant plus que je pensais que c'était un one shot, d'autant plus, ça fait double répétition là, avec la fin qui semble laisser penser, qui semble laisser penser, ça se dit ? Je bug, c'est affreux. Et vous êtes derrière votre ordinateur? Oui, Solène, ça se dit. Ok, donc je vous suis. Qui semble laisser penser que c'est un one shot en fait, tout simplement. J'ai vu sur Goodreads que un tome 2 était prévu pour juin 2021, c'est Seasons of Chaos. La couverture est très très belle aussi, hein, dans la même lignée que ce premier tome. Mais en fait, j'ai peur que... C'est un univers qui est très riche, qui est très complexe, mais un one-shot se suffit à lui-même. Ou alors il aurait fallu, je sais pas, développer complètement autre chose que dans ce tome 2. Pour avoir lu le résumé, on va retrouver Jack et compagnie, donc...
je sais pas comment l'autrice va étirer son truc pour nous pondre un tome 2 et j'ai peur que du coup ça soit un gros flop et je me demande si je vais pas me contenter du premier tome qui se suffit à lui-même. Je sais pas comment elle va exploiter le tome 2. Donc bon voilà, mais ça restait une bonne lecture hein. Franchement je vous la conseille parce que elle est plutôt sympa, pas transcendante mais c'est parce que je me suis un peu ennuyée sur la première partie et j'ai trouvé que c'était dommage. Mais bon, ça restait quand même une bonne lecture que je vous conseille. Et enfin, un autre Deux Saxus pour terminer cette première update lecture. Donc j'ai lu Le Royaume Assassiné, en anglais c'est To Kill a Kingdom, c'est écrit par Alexandra Christo et je suis hyper contente d'avoir enfin sorti ce pavé de 500 pages de ma palle. Je l'ai lu très très vite, j'ai beaucoup aimé l'univers. On va rencontrer Lyra et Eliane qui forment un Enemies to Lovers tout simplement, puisque d'un côté on a Lyra qui est une princesse sirène qui est connue pour être la dévoreuse de princes, puisqu'on va évoluer dans un univers où les sirènes sont vraiment dépeintes comme étant des créatures très violentes, très sanguinaires, très brutales. Et de l'autre côté on a Eliane qui est le prince du royaume de Midas, mais qui est un prince pirate et qui préfère voguer sur l'océan que plutôt rester à terre et assister aux jeux de la cour qui ne lui conviennent absolument pas. Ce n'est pas un prince qui est fait pour régner, malgré le fait qu'il soit l'héritier du trône. Donc ça va poser pas mal de problèmes. Et Eliane c'est surtout, donc je vous l'ai dit, un prince pirate qui est surtout un chasseur de sirènes. Et son but c'est d'en finir avec les sirènes qui s'en prennent aux marins, qui s'en prennent aux hommes et qui s'en prennent également et surtout aux princes, puisque c'est de là qu'elles vont tirer leur pouvoir. À chaque fois qu'elles vont prendre le cœur de quelqu'un, elles vont gagner en pouvoir, d'autant plus lorsqu'il s'agit de membres de famille royale. Donc vous vous doutez bien que le chemin de Lyra va croiser celui d'Eliane et Lyra va se retrouver humaine suite à une punition de sa mère qui est la reine des mers, qui est vraiment décrite comme un personnage hyper violent. C'en est assez déroutant d'ailleurs. Et ouais, c'est quelqu'un de très brutal, la reine des mers. Donc pour punir Lyra, elle la transforme en humaine et Lyra se retrouve sur le bateau du prince, donc sur le Sade, et on va faire la connaissance de l'équipage, etc. Et Lyra doit tout faire pour tuer le prince et lui dérober son cœur. C'était un roman qui s'est lu très vite, il se passe énormément de choses, j'ai énormément aimé l'univers dans lequel on évoluait, j'ai beaucoup apprécié la façon dont l'autrice l'avait développé et la façon dont il était exploité, bien que j'aurais aimé qu'on en apprenne davantage, et c'est là le bémol de ce bouquin. Je pense qu'un one-shot, contrairement à Seasons of the Storm, un one-shot pour Le Royaume Assassiné n'est pas suffisant. J'aurais aimé que ce soit au moins une duologie, qu'on découvre d'autres îles, et à chaque fois qu'on s'arrêtait sur une île, parce qu'on va voguer en fait sur l'océan et on va s'arrêter d'île en île pour une autre intrigue que je ne vais pas vous dévoiler si jamais vous n'avez pas découvert le Royaume Assassiné. Et en fait j'aurais aimé qu'on en apprenne un peu plus sur les traditions et coutumes de ces différents endroits, de ces différents lieux que l'on va visiter, parce que je pense qu'il y aurait eu moyen de gratter encore et d'approfondir cet univers qui est tellement riche et qui en même temps propose tellement de choses, et on se lance en découvrant ce roman, on se lance presque dans une course contre la montre. Et j'ai trouvé, alors c'est un schéma narratif assez classique en termes de young adulte, et je suis presque un peu restée sur ma faim, je suis même carrément restée sur ma faim quand je réfléchis, parce que la fin de ce roman, c'est pas qu'elle a été bâclée, mais elle a été trop rapide, et je pense qu'il aurait fallu que l'autrice prenne son temps et amène d'autant plus d'éléments, parce qu'il y aurait carrément, il y aurait eu carrément possibilité, je vais y arriver, de développer et d'apporter d'autres éléments perturbateurs, d'autres obstacles, d'autres rebondissements, puisque là j'ai trouvé que certes il se passe beaucoup de choses, certes il y a beaucoup d'actions, et ce qui fait que le roman se lit très vite, mais d'un autre côté je m'attendais à ce que les protagonistes fassent face à d'autres événements presque plus tragiques, parce que cet univers sanguinaire dans lequel évolue Lyra au début, donc le royaume les océans, le royaume de la mer, etc. Le royaume des mers, je devrais dire plutôt. Je m'attendais à ce qu'il soit dépeint
comme cela pendant une grosse partie du roman et j'ai trouvé qu'on avait un changement un peu trop brusque et ça c'était dommage. J'aurais aimé que beaucoup de choses soient approfondies et je pense que du coup une duologie aurait été pas mal pour vraiment développer au mieux l'univers et développer les personnages, parce que certes on se concentre sur Eliane et Lyra dont la romance j'ai trouvé qu'elle s'accélérait beaucoup sur la fin et du coup était pas forcément la plus crédible non plus. Après ça se lit très bien et ça ne gâche pas l'histoire, mais j'aurais aimé que en étirant un petit peu la chose ça aurait été davantage crédible et j'aurais aimé qu'on en apprenne davantage sur l'équipage, parce qu'on a Lyra qui va se retrouver au milieu des coéquipiers et des marins, des pirates qui sont sous les ordres, je vais y arriver, d'Eliane et on a quelques personnages comme Madrid, comme Kai, comme Torik que j'aurais, surtout Madrid et Kai que j'aurais aimé vraiment voir développer davantage. Pareil pour Lyra, il y a sa cousine Kalia que j'aurais aimé voir davantage développer. On a une petite histoire autour d'elle mais qui visiblement ne prend pas suffisamment d'ampleur, visiblement également pour la tante de Lyra, donc la sœur, la mère de Kalia. J'aurais aimé que les choses soient développées un petit peu plus et c'est ça qui a manqué et j'ai trouvé que c'était dommage. Mais après ça reste quand même une bonne lecture, on passe un bon moment. C'est pas transcendant, ça reste un YA assez classique. Le seul point qui change pour moi, c'est qu'on va traiter de sirènes et de mythologie des mers, des mythes des mers, je vais y arriver, de mythologie, oui, enfin, t'as compris ce que je veux dire, ça se trouve c'est... Je commence à fatiguer là. C'était un bon roman, mais voilà, qui est pas non plus incroyable non plus, donc voilà. C'est à peu près tout. Je vais m'arrêter là parce que je commence à fatiguer. Je pense que tu l'as remarqué. Je vais reprendre la lecture de The Guinevere Deception. J'aimerais vraiment la terminer d'ici ce soir. Il est 14h30, il y a carrément moyen que j'ai fini le bouquin d'ici ce soir parce que je suis en vacances et je n'ai pas prévu de faire autre chose que de lire pour cette première semaine. Je vais bosser la semaine pro, mais voilà. Donc je reviendrai pour vous faire des petits points lecture sur cette histoire qui, je vous l'ai dit, m'a laissé un peu perplexe au départ. Et puis en ce qui concerne A Court of Silver Flames, je ferai un reading vlog spécial A Court of Silver Flames que vous aurez probablement la semaine prochaine. Mais quand je vois cette brique, je n'ai qu'une envie, c'est de l'ouvrir et de la dévorer. Donc je vais me concentrer sur The Guinevere Deception et puis je vous retrouve un peu plus tard. Petit point lecture sur The Guinevere Deception, je ne l'ai pas complètement ni tout à fait terminé, je vais le terminer là en fin d'après-midi, début de soirée. Il est un peu plus de 17h et j'ai bien avancé, il me reste un peu plus d'une centaine de pages et je suis agréablement surprise par la tournure des événements. Il y a eu pas mal de révélations et de rebondissements, de choses auxquelles je ne m'attendais absolument pas, que ce soit au niveau des personnages, au niveau de l'intrigue. Je suis hyper surprise, mais de manière positive, hein. Je suis vraiment agréablement surprise par certains rebondissements, retournements, enfin je sais pas si on peut pas appeler ça des retournements de situation, mais plutôt certaines révélations sur des relations entre des personnages qui apportent de la diversité et c'est vrai que je m'attendais pas forcément à ça dans cette réécriture, donc je suis hyper contente, je trouve que ça apporte de la fraîcheur et de l'originalité et de la diversité, donc je pense vraiment que certaines personnes seront ravies en découvrant ce roman. Parce que ma réaction ça a été putain bien joué quoi. Ça je l'avais pas vu venir et franchement il y a des choses qui sont bien faites, qui sont bien exploitées. L'héroïne Guinevere, donc Guenièvre, je vais switcher entre Guinevere et Guenièvre parce que je sais qu'elle s'appelle Guenièvre en français mais j'ai du mal. Je suis restée bloquée sur le prénom anglais. Donc Guinevere, je m'attendais vraiment à ce que d'entrée de jeu au début du roman elle soit presque badass, un peu à la Keleana, qu'elle sache directement dans quoi elle met les pieds, qu'elle soit, je sais pas, hyper puissante et qu'elle soit presque espionne, assassine. Et en fait c'est pas du tout le cas, puisque au début du roman, je le rappelle, on ne connaît pas, c'est pas du tout un spoil, hein, mais on ne connaît pas l'identité, la réelle identité de Guinevere. On sait qu'elle est envoyée par Merlin pour protéger Arthur, on ne sait pas contre qui, contre quoi. Elle-même ne le sait pas, donc c'est hyper déroutant parce que on a notre personnage principal
dont on ne connaît pas la véritable identité, qu'on découvre au fur et à mesure et qui semble se découvrir également, qui commence à ressentir des choses pour les premières fois, qui a certaines émotions plus ou moins contradictoires qui la rendent véritablement humaine. Et du coup on a tout un mystère autour de sa véritable identité et je trouve que c'est plutôt bien amené, ça pèse pas non plus forcément trop sur l'intrigue et si vous entendez, voilà, je sais pas si vous l'avez vu, il y a un petit chat juste derrière, ça pèse pas forcément, ça n'étouffe pas l'intrigue principale qui elle-même se met en place de manière assez intéressante, c'est plutôt bien mené, bien développé. Franchement, je suis plutôt hyper satisfaite jusqu'à présent de ce bouquin. Quand je vous ai pris tout à l'heure, je ne savais pas si j'allais lire la suite parce qu'il y a un tome 2. Alors je sais pas s'il est encore sorti, s'il n'est pas encore sorti ou si il est déjà sorti. Quoi qu'il en soit, je lirai la suite. Je pense que je vais lire la suite. Il y a 2-3 petits points qui me chafouine un petit peu, puisque là concrètement on évolue, c'est une réécriture de la légende arthurienne, donc on évolue dans un folklore médiéval, dans de la fantaisie médiévale, donc forcément il y a les croyances et coutumes de cette période-là. Bonjour, c'est ça qui t'intrigue ? Donc je disais, ouais, on évolue dans cette période-là, donc on a des traditions, des coutumes qui semblent légitimes, je sais pas, mais qui semblent normales pour le contexte, pour la période. Et en même temps, il y a certaines relations, par exemple celle entre Guinevere et sa servante, sa suivante. Je sais pas comment ils l'auront traduit en français, donc je serais assez curieuse de savoir ça. Elle s'appelle alors je sais pas comment on le prononce, je pense que je vais très très mal le prononcer, c'est Branjeen, qui est une servante qui a de l'audace, certes, qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui devient l'amie de Guinevere, qui est une personnage secondaire que j'aime plutôt bien, que j'apprécie beaucoup d'ailleurs. Je trouve qu'elle a sa part d'importance dans l'histoire, mais en même temps elle a certaines réactions vis-à-vis de Guinevere, sachant qu'elles n'ont pas le même rang, qui me choquent un petit peu. C'est-à-dire qu'on va suivre un certain contexte, certaines règles, on évolue dans une société patriarcale où une femme ne doit pas montrer ses chevilles, par exemple, on est vraiment de ce côté-là. Et d'un autre côté, bien que Guinevere et Branjeen soient amies certes, mais n'aient pas le même rang, et Branjeen va avoir des réactions envers Guinevere, type... elle va lui tirer la langue, elle va être... Bon, alors qu'elle soit sarcastique, etc., je ne dis pas. Je trouve que ça apporte un peu de piquant et ça serait dommage de s'en priver et que Branjeen n'ait pas ce trait de caractère-là. Par contre, de là à ce qu'elle lui tire la langue ou ce genre de choses, vous savez, ce genre de détails, c'est pas grand-chose, mais je me dis... c'est un chouïa incohérent avec le contexte dans lequel on évolue, avec la hiérarchie, les rangs, tout ça. Mais bon, d'un autre côté, on a un roi Arthur qui est... tellement charismatique, presque trop charismatique, oui, ça pourrait porter à confusion. Donc on a un roi, au moins je me fais rire toute seule, c'est déjà pas mal. On a un roi très 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 charismatique, trop charismatique en fait, et presque trop parfait. Et ça je comprends, je trouve que c'est pas mal, mais il véhicule à mon avis trop l'idée du prince charmant vraiment parfait, du roi parfait qui fait de son mieux. Après c'est la légende arthurienne et c'est comme ça que c'est tourné, je l'entends, mais du coup je préfère beaucoup plus le personnage de Mordred, qui est un personnage beaucoup plus complexe, qui je pense n'a pas fini de nous surprendre, et bien que j'apprécie beaucoup le personnage du roi Arthur, je le trouve trop lisse en fait, et je trouve ça un peu... Je comprends, c'est la façon dont il est, dont on en fait l'éloge de toute façon, hein, de manière générale, mais je sais pas, je trouve ça presque dommage. Je veux dire, c'est une réécriture, je m'attendais à un truc un peu plus... pas réaliste, mais je m'attendais à ce qu'il soit moins lisse en tout cas. Franchement, c'était pas le livre qui partait au mieux, c'est ouais, le démarrage était un petit peu compliqué, ça partait pas forcément très très bien, et au final... je suis plutôt conquise, donc ça c'est plutôt cool. Je vous referai un avis un peu plus global quand je vous reprendrai, bon pour vous dans 3 secondes, mais pour moi dans quelques heures. Mais franchement, quand il sortira le mois prochain chez De Saxus en français, je peux d'ores et déjà vous conseiller de foncer en librairie pour l'acheter parce qu'il est pas mal. Bon, je vous retrouve avec la lumière dégueulasse artificielle, je suis désolée, il est 7h moins le quart, donc forcément j'avais besoin d'allumer la lumière pour terminer ma lecture et puis pour pas vous prendre complètement dans le noir. Je viens de terminer The Guinevere Deception de Kiersten White et
oh my fucking god. Girl power guys, girl power. Je suis très très contente de l'évolution de ce roman qui est plutôt cool. Je vous l'ai dit, qui partait mal et qui en fait est plutôt sympathique. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai hâte d'avoir la suite. Le tome 2 s'intitule Camelot's Betrayal. Il est déjà sorti et j'ai vérifié sur Goodreads et j'ai vu qu'il y avait un 3e tome qui n'est pas encore sorti, qui doit être encore en cours d'écriture. Il s'intitule The Excalibur Curse, mais quoi qu'il en soit, j'ai vraiment bien apprécié ce tome dans sa globalité, même s'il y a 2-3 trucs qui m'agacent un petit peu, avec lesquels j'ai du mal. Je m'attendais à certains rebondissements parce que je connais la légende arthurienne de loin quand même, je suis pas une experte mais je connais les grandes lignes et c'est vrai que bon, je m'attendais à certaines choses vis-à-vis de certains personnages, je m'attendais à ce que d'autres apparaissent et j'ai trouvé que c'était plutôt bien mené. J'ai hâte vraiment, au vu des événements, des révélations sur la fin, j'ai hâte de voir comment le tome 2 va être exploité, comment l'intrigue va être menée et comment les personnages vont évoluer, et j'aimerais qu'on se concentre sur certains personnages secondaires qui arrivent et qui sont dévoilés sur la fin de ce premier tome. J'ai encore beaucoup de questions, j'ai beaucoup d'hypothèses, j'avais deviné quelques petits trucs sur les 100 dernières pages qui se sont révélés justes. J'ai d'autres idées concernant l'identité de Guinevere, je le garderai pour moi, mais ouais, ça reste une très bonne réécriture. Je suis très contente, je crois que c'est la première réécriture de la légende arthurienne que je lis et franchement c'est pas mal du tout. Je vous l'ai dit, il y avait des points négatifs, mais globalement ça reste une bonne lecture et je pense que beaucoup de personnes vont l'apprécier. Franchement je suis vraiment ravie et je regrette pas du tout de l'avoir lu. Franchement il était peut-être pas complètement à la hauteur de ce que j'avais imaginé, mais en même temps je ne savais pas dans quoi je me lançais parce que je n'avais même pas relu l'arrière de couverture en me lançant dans l'histoire. Donc franchement j'avais peut-être des attentes un peu trop hautes, mais globalement ça reste une très très bonne lecture. C'est pas un coup de cœur, vous l'aurez compris, mais ça reste une très très bonne lecture, donc je suis plutôt contente, soulagée de l'avoir terminé aussi parce que le début était assez laborieux. Quand je l'ai commencé il y a 2 jours, bon j'étais épuisée le soir quand j'ai commencé à lire le premier chapitre. J'ai mis une plombe à le lire parce que je buguais sur certains mots et il me manquait un peu de vocabulaire. Donc ouais c'était plutôt laborieux, mais en fait au final ça a été... il a bien évolué, il a été bien exploité au niveau de l'intrigue, il y a un certain équilibre quand même. Je trouve que c'est intéressant. Après, à voir comment ça va être développé sur la suite au niveau de Guinevere, de Arthur et d'autres personnages. Mais c'est un bon premier tome et je vous le conseille, je pense que vous l'aurez compris. Donc voilà, c'était une bonne lecture. Je vais pouvoir m'attaquer à A Court of Silver Flames demain. Je pense que je vais ce soir monter cette vidéo qui va être assez longue, que vous aurez normalement dimanche. Donc ça c'est dimanche 21, ouais ça sera dimanche 21. Donc voilà, comme ça sera fait et puis comme ça demain je pourrai me lancer dans un reading vlog pour A Court of Silver Flames, puisque je vous avais demandé votre avis sur Instagram et vous avez été nombreux à me répondre qu'un reading vlog vous tentait pas mal. Je vais le faire sans spoil, forcément sans spoil sur le tome 4, sur celui qui vient de sortir parce que c'est pas le but de vous spoiler. Par contre si vous n'avez pas lu la trilogie ACOTAR, je pense pas réussir forcément à ne pas spoiler ce qui se passe notamment dans le tome 2 et dans le tome 3. Donc ouais, au moins avoir lu la première trilogie et pour pouvoir regarder la vidéo reading vlog. Je dis ça mais j'ai pas encore lu le bouquin, mais non, je vais essayer franchement de la faire sans spoiler, de toute façon vous l'aurez dans le titre.
Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis désolée pour la longueur, j'ai pas encore fait le montage évidemment, mais je pense qu'elle va pas être forcément la plus courte. Donc bon, au pire, c'est pas bien grave, je vous ai quand même fait pas mal de reviews sur quand même 8 livres au total, 7 ou 8 livres, bref, mais donc je pense qu'elle doit pas être très courte, mais bon. C'est pas bien grave. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu certains livres, s'il y en a d'autres qui vous tentent. Qu'est-ce que vous me conseillerez comme lecture si jamais vous avez lu des... Pardon, des réécritures de la légende arthurienne, parce que du coup je suis hyper intriguée et j'ai très envie de me replonger dans cette mythologie, ce mythe là, parce que j'aime beaucoup, ça m'avait toujours passionnée quand j'étais plus jeune, quand j'étais au collège notamment, je trouvais que c'était hyper intéressant, mais c'est vrai que je l'avais un petit peu perdu de vue, et puis on a eu énormément de réécritures de contes, réécritures sur la mythologie grecque, et c'est vrai que c'est pas mal, ça change un petit peu des réécritures auxquelles on devient habitué, donc franchement... Je vous l'avez compris, c'était un très bon livre. Sur ce, je vous laisse, j'arrête de blablater. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer de très bonnes lectures. Je vous dis à la prochaine et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!